collectif Alors, nous sommes le collectif COVID Stop. Nous sommes un collectif de scientifiques, de médecins et d'ingénieurs. Vous nous connaissez pour nos prises de parole sur le port du masque obligatoire, sur la ventilation et la filtration dans les écoles plus particulièrement, mais aussi sur la reconnaissance du mode de transmission dominant de la COVID, c'est-à-dire le mode de transmission aérien. Aujourd'hui, on veut vous parler de la COVID longue. C'est une maladie souvent incapacitante dont on parle trop peu et qui est un lourd fardeau pour les individus qui en souffrent et leurs familles. C'est un fardeau qui aura des impacts énormes sur le marché du travail et sur le réseau de la santé. Encore plus parce que plusieurs de nos anges gardiens en souffrent. Les anges gardiens et les travailleurs essentiels, on en a 3 ici qui sont présentes aujourd'hui parmi nous. Donc, les cas, les hospitalisations, les décès, c'est la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a la partie submergée, c'est-à-dire l'impact de la COVID longue. La COVID, c'est 200 symptômes qui affectent 9 organes. COVID Stop a fondé un comité COVID longue en mars dernier. Violaine Cousineau en fait partie depuis le début. Je lui cède la parole. Bonjour, donc Violaine Cousineau, je suis professeure de littérature au Cégep, en arrêt de travail depuis 1 an, désormais presque incapable de lire, même si j'ai fait de la lecture ma passion et mon métier. Ça fait 2 jours que je parle presque pas pour être capable ce matin de m'adresser à vous, parce que rapidement, je perds tellement le souffle que je perds la voix. C'est dévastateur, la COVID longue. Donc, je vous présente aujourd'hui quelque chose qui n'est vraiment pas nouveau, qui est nos demandes comme malades concernant la COVID longue. On n'en peut plus, là. Ça fait des mois et des mois qu'on formule ces demandes-là. On va les redire aujourd'hui et on espère qu'elles vont se rendre acquis de droit, qu'on va se sortir comme il faut et une fois pour toutes la tête du sable. La première, la plus importante de ces demandes-là, c'est qu'on reçoive des soins. Ça paraît complètement invraisemblable là, dans un pays riche comme le nôtre de demander ça, mais qu'on soit soigné. On sait qu'on ne sait pas tout à propos de la COVID longue, mais on en sait assez actuellement. Il y a assez de recherches qui se sont faites ailleurs dans le monde et au Québec ici pour qu'on sache déjà comment commencer à soigner les gens. Ces soins-là doivent être offerts partout au Québec. Qu'on cesse de nous dire, par exemple, qu'il y a une clinique de soins post-COVID à Montréal. Ce n'est pas vrai. Ce sont des discours qui relèvent de la demi-vérité dans le meilleur des cas. À Montréal, ce qu'on a, c'est un centre de recherche extrêmement important dirigé par la docteure Falconet. Il faut qu'il se fasse de la recherche sur la COVID longue, c'est essentiel. Mais à Montréal actuellement, si on a la COVID longue, on n'a pas de clinique de soins post-COVID. On a un centre de recherche où on va 2 fois par année passer une batterie de tests et des prises de sang. Il y a une clinique de soins qui existe au Québec, qui est celle du docteur Piché, dans la région de Sherbrooke, à Sherbrooke. Donc, on se sort la tête du sable, s'il vous plaît, puis on s'organise pour que tous les malades partout au Québec puissent avoir accès à des soins. Plus généralement, il y a urgence à sortir du déni. Pourquoi parle-t-on si peu de la COVID longue? Pourquoi on a vu passer au cours de la dernière année un communiqué du gouvernement qui annonçait des bribes de financement pour la clinique de recherche montréalaise? Mais sinon, en conférence de presse, je sais qu'on en a eu des conférences de presse, il n'y a jamais question de la COVID longue. On parle des morts, on parle des guéris, comme si entre les deux, il n'y avait rien. Donc, pourquoi dans nos statistiques, on ne mentionne pas ce lot incroyable de personnes qui restent avec des séquelles majeures pendant des mois? Sinon, on le sait là maintenant, ce sera des années pour plusieurs d'entre nous. Dernière chose, il y a urgence sur urgence à former le corps médical, ceux qui rencontrent des personnes atteintes de la COVID qui gardent des séquelles, des faux diagnostics ou des diagnostics qui tardent à venir ou mettre sur le compte de la santé mentale des symptômes qui sont purement physiques. On ne peut plus continuer à vivre ça pendant des mois et des mois. Donc, urgence à former l'ensemble du corps médical pour qu'on soit capable de reconnaître les symptômes puis d'évaluer l'inaptitude au travail. Ça n'a plus de sens de retourner sur le marché du travail des gens complètement hypothéqués. Merci.
Ensuite, nous avons le professeur Simon Descaries, s'il vous plaît. Et juste une note, je viens d'ajouter le communiqué de presse dans le chat et vous le recevrez par courriel aussi. Bonjour à tous, mon nom est Simon Descaries, je suis professeur-chercheur en réadaptation à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi le co-directeur de la plateforme internationale Long COVID Physio, qui forme des professionnels de la santé au niveau international actuellement sur la COVID longue. Et je suis mandaté par la Sport Evidence Alliance et les réseaux COVID-End au niveau national pour suivre la donnée probante dans le monde sur la COVID longue. La première chose, c'est que je vous dirais que ça prend beaucoup de courage aux patients aujourd'hui d'avoir organisé tout ça. Bien entendu, contre mon avis de clinicien, parce que je sais qu'ils vont tous faire une rechute et un crash lié à l'investissement en temps dans cette conférence. Donc, je tiens à les remercier. J'attire votre attention aujourd'hui sur 2 statistiques scientifiques récentes. Alors, on sait maintenant qu'on s'attend à ce qu'environ 40% des personnes atteintes de la COVID longue vont avoir des symptômes qui vont durer plus d'1 an. Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, on parle des gens de 30 à 60 ans qui étaient sur le marché du travail, qui sont à risque de permanence de leur handicap. Pourquoi est-ce que ça me trouble? C'est qu'on sait de données émergentes aux États-Unis que pour plusieurs de ces personnes qui se rendent à 1 an, on a un lien émergent avec d'autres maladies post-virales telles que l'encéphalomyélite myalgique. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est que c'est des maladies pour lesquelles nous avons failli dans les 30 dernières années à offrir des soins de qualité aux Québécois et Québécoises, aux Canadiens et Canadiennes. Donc, il est temps de s'occuper de la COVID longue et de toutes les maladies post-virales au Québec. La autre statistique que je veux attirer votre attention, c'est qu'on sait maintenant qu'environ 30, 40, même 50% des personnes atteintes de la COVID longue à 1 an ne sont pas encore soit retournées au travail, soit pleinement retournées dans leurs fonctions. Donc, c'est catastrophique d'un point de vue socio-économique. Maintenant, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Bien entendu. Je tiens à féliciter le gouvernement pour leur campagne de vaccination majeure, qui est, oui, la meilleure façon de prévenir la COVID longue. Maintenant, en parallèle, il faut faire des démarches pour s'occuper des patients qui sont atteints actuellement. Et sur ce dossier, l'Alberta, la Colombie-Britannique ont déjà depuis plus de 6 mois organisé leur système, le Royaume-Uni depuis plus d'1 an. Donc, on sait qu'est-ce qui doit être organisé au niveau des services. Je vous donne 4 points clés. On doit structurer le réseau des cliniques spécialisées existants. Donc, ça, c'est nos pôles d'expertise. La docteure Falcon doit pouvoir avoir du financement pour expandre ses services plus large que le projet de recherche. Le docteur Piché à Sherbrooke doit être capable d'augmenter sa capacité, mais on ne couvre pas encore tout le réseau du Québec avec ça. Donc, il faut d'autres points. Il faut organiser les services de réadaptation, former les professionnels de la réadaptation à offrir des approches sécuritaires. La COVID longue, c'est très complexe. Il n'y a personne dans le monde actuellement qui a trouvé la réponse pour la réadaptation sécuritaire. Donc, on doit organiser tout ça. On doit supporter les médecins de famille et les infirmières qui rentrent dans plusieurs réformes. Donc, pour eux, aider à faire la gestion d'une maladie complexe comme la COVID longue, ça demande du soutien d'équipes interprofessionnelles. Et finalement, on doit travailler avec les organismes des assureurs, les organismes réglementaires pour supporter des retours au travail sécuritaires. C'est là qu'on en est rendu au niveau scientifique. Merci beaucoup pour votre attention. Ensuite, nous avons la docteure Anne Berrer. Merci. Donc, bonjour. Désolée pour mon rythme de parole qui est très, très lent. Donc, je suis Anne Berrer, je suis médecin de famille. J'ai la COVID longue depuis l'infection en décembre 2020 avec des séquelles, entre autres, au niveau des cordes vocales qui me rendent très difficile à comprendre. Comme d'autres
l'ont mentionné, la COVID longue, c'est complexe. C'est encore l'ensemble des séquelles de complications et tout un spectre de symptômes qui n'est pas simple en clinique et qui nécessite effectivement que tous les professionnels soient bien informés et qu'il y ait des soins appropriés. Mais il faut aussi que la population générale soit informée de son existence, d'une part, pour la reconnaître si jamais ils en sont atteints, parce que parfois ça peut être plus subtil, que ce soit de la fatigue ou simplement de la difficulté à faire ce qui était facile avant, ou un petit peu plus de difficulté à se concentrer au quotidien. Mais c'est aussi important pour que les gens puissent comprendre à quel point la COVID n'est pas pour trop de personnes un banal, mauvais moment passé de quelques jours, mais bien quelque chose qui peut persister des semaines, des mois, très probablement des années pour certains. Malheureusement, c'est la face cachée de la pandémie. Et probablement que pour trop de personnes, le fait qu'on n'en parle pas, ça ne leur permet pas de mesurer à quel point l'ensemble des mesures de protection sont absolument nécessaires. Je pense que c'est important que ça sorte de l'ombre. C'était important il y a plusieurs mois, mais là, ça urge. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Madame Carrie-Anna McJean. Alors, bonjour, je m'appelle Carrie Anna McGinn. Je suis atteinte de la COVID longue depuis bientôt 1 an. Je ne peux plus travailler. J'ai des symptômes qui remplissent des pages. Mais pour vous résumer, ma vie a été bouleversée par la COVID, tout simplement. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus être la maman que j'étais avant à mon enfant. Je ne peux plus l'amener au parc parce que je n'ai pas la capacité de marcher jusqu'au parc et je suis trop essoufflée. Je ne suis plus la personne que j'étais qui était remplie de vie. Et pour tout ça, j'ai cofondé le groupe virtuel de soutien qui s'appelle J'ai eu le COVID-19 Long Québec Long Haulers Support Group. Et à travers de ce groupe, je suis témoin aussi de la souffrance, des difficultés que les personnes vivent avec la COVID longue, des séquelles à long terme, les diagnostics tels que l'encéphalomyélite myalgique, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale et d'autres problèmes à long terme que les personnes avec la COVID longue développent. J'invite toute personne qui souffre de la COVID longue à retrouver notre groupe sur Facebook ou de nous contacter par courriel covidlongue@gmail.com. Nous, les personnes atteintes de la COVID longue, nous sommes gravement malades. Nous ne sommes plus les parents, nous ne sommes plus les conjoints et les conjointes. Nous ne sommes plus les travailleurs et les travailleuses actifs que nous étions. Cependant, nous sommes aussi résilientes et mobilisées. Et grâce à cette mobilisation, nous avons créé une chaîne YouTube qui s'appelle COVID Longue Québec Long COVID. Vous trouverez les témoignages vidéo de Québécoises et de Québécois atteints de la COVID longue. D'autres témoignages seront ajoutés au cours des prochains jours et semaines. Ce sont des histoires de vraies personnes. C'est mon histoire, l'histoire de Violaine, l'histoire de Anne et d'autres qui partagent avec vous les impacts réels de la COVID longue sur nos vies. Je vous invite à les visionner, mais surtout d'agir. Quand nous avons besoin de vous,
vous, pour faire connaître les impacts réels de la COVID longue auprès des décideurs, pour faire changer les choses. Merci. Je viens de mettre le lien vers la chaîne YouTube dans le chat. Maintenant, je passe la parole au docteur Amir Kadir. Merci. Bonjour tout le monde. Je veux remercier les journalistes et les caméramans qui sont présents. Et je veux remercier de leur participation, de leur témoignage, Violaine Cousineau, Karianne McGinn et Dr. Berreur. Nous avons aussi entendu au cours des derniers mois plusieurs autres témoignages. Les témoignages qui ont été offerts au groupe sont, d'après ce que Mme Robinson vient de mentionner, disponibles donc sur la chaîne YouTube. J'invite tout le monde à les regarder. On a entendu ces personnes, mais en fait, il y en a des centaines, sinon plusieurs milliers actuellement au Québec. On ne possède pas des statistiques exactes. Simon Descaries a fait mention de 40% de patients qui, dans certaines statistiques qui ont été adéquatement étudiées, démontrent la persistance de symptômes bien au-delà des quelques semaines de la maladie aiguë que tout le monde connaît. Donc, la COVID longue est une réalité. On parle souvent, on a entendu parler de la perte de la sensation de goût ou de l'odorat, mais ça, c'est des symptômes les plus banals, c'est la moindre des problèmes pour les gens qui n'ont que ça. Mais il y a des centaines et des centaines de personnes où l'incapacité peut aller jusqu'à une invalidité, non seulement au travail, mais une invalidité même à exécuter les simples tâches quotidiennes qui permettent à une mère, comme Kariana a dit, d'être une mère, qui permet à une personne de continuer à vivre au moins des activités de la vie quotidienne avec sa famille. On parle de personnes qui, pour se rendre chez le médecin un jour pour se faire évaluer, doivent ensuite payer pendant 2 jours total une absence complète de capacité à exécuter n'importe quelle tâche. On parle de gens qui vont passer souvent une bonne partie de la journée dans une espèce de brouillard mental qui les rend incapables de lire, qui les rend incapables de formuler une pensée, de décider de même ce qu'ils doivent exécuter durant la journée. En fait, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la médecine. Comme médecin de maladies infectieuses, j'ai été appelé souvent à voir disons, les conséquences chroniques de certaines infections que Simon Descaries a appelé les syndromes post-virales ou les syndromes post-infectieux. Mais réellement, ce que je vois depuis 1 an, ça dépasse tout ce qu'on a connu avant. Or, il se trouve qu'on a déjà un grave problème au Québec avec des milliers de personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique fibromyalgique qu'aujourd'hui on reconnaît être, enfin qu'on nomme l'encéphalomyélite myalgique. Il y a aussi des patients qui ont des complications chroniques de la maladie de Lyme qui peuvent être tout aussi dévastatrices que ce que je viens de nommer. L'ensemble de ces personnes-là, c'est des milliers de personnes. C'est ceux qui sont atteintes de la COVID longue, c'est les mêmes anges gardiens sur lesquels on a compté. C'est les travailleurs essentiels qui ont tenu tout ça pour qu'on puisse survivre à cette pandémie. Maintenant que ces personnes ont besoin de l'aide du gouvernement, on ne peut pas se permettre de les ignorer. Il est inadmissible qu'on soit inattentif à cette demande. Et comme il a été dit tout à l'heure, la première des choses, c'est que dans toutes ces communications publiques, le gouvernement reconnaisse l'importance du phénomène, reconnaisse qu'il y a un problème qui s'appelle la COVID longue. Ceci devrait permettre d'ailleurs au gouvernement de mieux communiquer les conséquences qui ne sont pas banales de faire la COVID, même quand la COVID initialement est peu sévère. Les 3 personnes qui vous ont parlé aujourd'hui n'ont pas eu à recourir aux soins intensifs. Elles n'ont même pas été hospitalisées. Elles ont fait des formes qui se sont soignées à la maison. N'en demeure pas moins qu'1 an plus tard, elles sont terriblement malades. Ça devrait permettre à la population de prendre la pleine mesure de ce qu'il nous faut faire pour éviter la maladie. Donc, deuxième chose, non seulement la reconnaître, mais l'intégrer en permanence dans les communications du gouvernement. Puis ensuite, on a besoin de ressources, comme il a été dit, pour prendre en charge adéquatement. La recherche, c'est important.
mais la recherche que fait Dr Falconet, ça ne peut pas nous dispenser du reste. On ne peut pas dire, ben voilà, on a donné de l'argent pour savoir ce que c'est, puis après, ben, on espère que les médecins vont s'en charger automatiquement. Les médecins québécois sont déjà sous pression pour toutes les raisons que nous savons. Il faut quand même une démarche spéciale et une communication publique gouvernementale éloquente pour que les médecins saisissent l'importance du phénomène, reconnaissent son impact sur la vie des gens qui vivent avec la COVID-19 et surtout éviter ce qu'on est souvent tenté de faire dans une société productiviste. Je le sais, je le vis tous les jours, éviter de pousser trop rapidement ces personnes atteintes d'une fatigue incapacitante, une intolérance à l'effort terrible, de les retourner au travail parce que ce faisant, on empirerait leurs problèmes. On le sait avec le syndrome de la fatigue chronique puis l'encéphalomyalgie. La pire des choses à faire, c'est de précipiter le retour au travail. Donc, il faudra aussi que nos institutions publiques soient capables de reconnaître ces invalidités lorsqu'elles sont temporaires, lorsqu'elles sont permanentes, avec une couverture adéquate pour s'assurer que ces personnes-là qui ont déjà perdu leur santé ne perdent pas aussi toute leur vie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Vous avez le droit à une question et une question follow-up. Et je vous inviterai, s'il vous plaît, pour poser vos questions, d'utiliser la fonctionnalité Levez votre main. Merci. Donc, la première question que nous avons, c'est M. Jérôme Bergeron, pardon. Attendez. Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Parfait. Donc, Jérôme Bergeron de Radio-Canada. La première question, je ne sais pas à qui devrait s'adresser, peut-être à Dr Kadir ou à M. Descaries, mais qu'est-ce qu'on devrait voir comme type de modèle de soins? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme que Québec fasse pour venir en aide aux gens atteints de la COVID longue? Si je peux me permettre, M. Bergeron, je pense que M. Descaries aussi aura à compléter. Déjà, le gouvernement du Québec, ça je dois le reconnaître, le ministre Dubé a été saisi de l'importance du problème depuis octobre de l'année passée et nous avons constaté de l'écoute et je dirais une reconnaissance. Le feu vert a été donné pour qu'un projet clinique soit développé, qui est en cours de préparation encore, qui a été soumis au ministère, mais il faut maintenant passer à la deuxième vitesse. C'est-à-dire qu'un an plus tard, je crois que il n'est pas nécessaire de tergiverser aussi longtemps. On ne peut pas encore prolonger, selon l'habitude, malheureusement, que trop souvent, on a développé au Québec les réflexions, les comités, les retours, etc. Il y a, disons, à cause de l'importance du phénomène de la COVID, énormément de recherche qui s'est faite au niveau international en cours de pandémie. Des équipes se sont formées, des lignes de force ont été dégagées de ce qui peut être fait et déjà, on a au Québec une expertise dans la personne de Simon Descaries qui peut nous guider, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Dr Kadir. Donc, pour enchérir, donc le modèle, il existe. Monsieur Dubé nous a autorisé il y a déjà plusieurs mois au 6 de la Montérégie-Ouest à créer cette première version du modèle. D'ailleurs, si vous voulez la documentation sur le cadre conceptuel puis tous les détails, c'est tout rendu public sur le portail de la 6 Montérégie-Ouest. Donc, globalement, c'est un modèle qui fonctionne en 3 étapes. L'étape 1, c'est la formation et le support des médecins de famille, des infirmières en GMF pour qu'ils soient en mesure d'évaluer adéquatement et de référencer les personnes qui sont atteintes de la COVID longue. C'est avec la formation, le diagnostic différentiel de ces maladies-là, c'est très, très faisable avec les cliniciens qu'on a travaillé. Donc, ce modèle de soins,
il a été autorisé, il existe actuellement, mais il est restreint à un territoire administratif. La deuxième fonction de ce modèle de soins, c'est l'accès approprié à des services multidisciplinaires de réadaptation. Donc, on s'est rendu avec notre expérience clinique qu'il n'est pas possible pour une profession de gérer un cas de COVID long tout seul. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Donc, par exemple, dans l'expansion du projet actuellement, on va avoir, par exemple, physiothérapie, ergothérapie, neuropsychologie pour les problèmes de brouillard mentaux, travailleurs sociaux. Donc, vraiment une équipe de plusieurs professions qui vient répondre aux besoins de l'équipe de première ligne qui fait le suivi médical. Parce que la COVID longue, c'est aussi caractérisé par plusieurs rechutes de symptômes médicaux au travers du processus. Donc, toutes ces professions-là doivent travailler ensemble. La façon qu'on a réussi à le faire, c'est par des structures de coordonnateurs qui suivent le patient là, dans leur trajectoire pour s'assurer d'une constance. Le dernier morceau qu'on a eu de la difficulté à organiser, c'est la structure des pôles spécialisés. Donc, quand on a besoin, on sait que c'est une maladie multisystémique, on sait qu'il peut y avoir on a besoin pour plusieurs personnes des tests médicaux spécialisés pour le diagnostic différentiel. Ça passe beaucoup par les cliniques spécialisées qui sont surchargées. Donc, c'est comme le dernier morceau de notre modèle. En fait, à l'heure actuelle, sur la planète, je n'ai pas vu personne qui a vraiment réussi à bien le maîtriser, ce morceau-là. Mais il faut aller vers ça. Donc, ça, c'est quelque chose que le ministère est tout à fait au courant parce que c'est eux qui ont autorisé à ce qu'on le fasse. On a de l'expérience clinique de par ces modèles-là. Le CIUS de Laval en a fait une expansion à l'hôpital juif de réadaptation. Donc, c'est possible d'exporter ce modèle-là qui a été développé au Québec basé sur les meilleures données probantes internationales. Maintenant, dans le fond, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est des actions pour aller de l'avant. Donc, dans l'idéal, là, si je peux me permettre, oui, je dirais que comme personne malade, j'ai pris part au projet de recherche qui mène à ce que Simon Descaries vient de nous expliquer. Donc, au printemps dernier, c'est le cas aussi des 2 autres personnes malades qui sont ici. On a pris part à ce projet de recherche-là. On a pu recevoir, à travers le projet de recherche, pendant quelques semaines, de la physiothérapie et de l'ergothérapie. Pour ma part, si j'ai récupéré une partie de ma voix, une partie de mes aptitudes physiques, catégorie réussir à couper des carottes, faire à manger à mes enfants, c'est parce que j'ai eu accès à ces physiothérapeutes-là pendant quelques semaines. Mais si on habite Montréal actuellement, si on n'a pas la chance de vivre en Montérégie-Ouest ou à Laval, où le projet a été exporté, ben, il n'y a pas de service. Hein? Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques semaines de service, mais c'est tout. Mais on est combien de Montréalais à être sans service alors qu'on sait qu'il y a un modèle de soins essentiel là, qui existe actuellement, la réhabilitation en physiothérapie et en ergothérapie. Comment on peut laisser des gens moisir chez eux quand on sait qu'il y a des formes de soins qui existent et qui fonctionnent? Merci. Merci. Donc, pour ma deuxième question, je vous laisse choisir qui est le meilleur intervenant, mais je cherche à savoir, il y a combien de gens qui sont atteints de la COVID longue au Québec et comment expliquer qu'on n'ait pas tant de statistiques là-dessus? Donc, si je peux me permettre la statistique, donc, actuellement, la seule chose qu'on a d'un point de vue scientifique, c'est une extrapolation des données du Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, la raison pour laquelle il y a des données au Royaume-Uni, c'est que face à certaines décisions politiques que tout le monde connaît par les médias, ils ont eu énormément de cas. Donc, face à ce problème, ils se sont mis des structures de surveillance épidémiologique extrêmement solides. Avec l'Office national de la statistique. Et donc, ça leur a permis de faire un suivi par cohorte auto-rapportée, mais aussi des cohortes de dizaines de milliers de personnes, vraiment avec des suivis téléphoniques, là, ce qui est une collecte de données probantes un petit peu plus solide et structurée. Donc, de leurs chiffres, l'estimé conservateur, c'est qu'on a 10% de tous les cas qui vont avoir des symptômes persistants, donc ils vont
avoir la définition. Autrefois, la définition, c'était 4 semaines et plus. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, la semaine passée, a fait une mise à jour de cette définition. Donc, on regarde vraiment les gens là, qui ont des symptômes après 12 semaines. Et donc, des données du Royaume-Uni, on s'attend qu'il y a un minimum de 10% de tous les cas qui vont avoir des symptômes persistants à plus de 12 semaines. Donc, au Québec, globalement, on parle de 400 000 cas depuis le début de notre crise. Donc, environ 40 000 personnes sont atteintes de ça. Il y a certains, de cet échantillon-là, il y a des gens qui ont récupéré, donc il est possible d'avoir une résolution naturelle. Mais comme je vous ai dit tantôt, là, ce qu'on sait de l'expérience clinique, par exemple, du Dr Piché et de la Dr Falcone, c'est qu'on a une partie importante du 40 000 qui sont rendus à plus qu'un an et qui ont encore des symptômes. Donc, ça, c'est l'estimé épidémiologique. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises au Québec. Je suis au courant d'un projet avec la santé publique en Estrie là, qui veulent faire une collecte de données, mais on n'a pas de structure actuellement qui ont, à ma connaissance, fait des estimés épidémiologiques au Québec pour savoir vraiment est-ce que nos chiffres sont semblables à ceux du Royaume-Uni. Je dirais que les autres pays qui ont reproduit ça ont sorti des estimés qui étaient très semblables. L'Agence de santé publique du Canada a reconnu la maladie en juillet 2021. Ils nous ont sorti des données basées sur des synthèses de connaissances avec des estimés qui combinaient les gens qui avaient été hospitalisés ou pas. Donc, au Canada, il y a une reconnaissance que ces chiffres-là sont probablement, là, les mêmes là, pour les Canadiens. C'est ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Je veux rapidement résumer les chiffres. D'abord, mentionnons que l'INES, aussi l'Institut national d'excellence en santé au Québec, reconnaît la forme longue de la maladie. Sur la manière de le décrire, on peut avoir des variations différentes, mais je pense que maintenant, la plupart des gens s'entendent sur la COVID longue, la notion de COVID longue. C'est une véritable épidémie dans la pandémie. Il y a au Québec de 5 à 6% de personnes qui ont eu la maladie, donc ça fait de 400 à 500 000 Québécois. Si vous prenez 10% de ceux-là, qui est vraiment le chiffre le plus, je dirais, le plus conservateur, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont besoin que le gouvernement aujourd'hui agisse et l'intègre à un réseau national, pas juste à Montréal, pas juste à Montérégie-Ouest ou à Laval, sur l'ensemble du territoire du Québec. Il faut qu'il y ait un réseau connecté, multidisciplinaire, qui offre des services à la fois de médical, mais aussi de réadaptation. Merci. Raquel Fletcher. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui parle anglais? Est-ce que Madame Kariana parle anglais? Everybody. Everybody. Okay. Everybody speaks English, but I am an Anglophone, so. Okay, well, maybe I can just start with you. You mentioned how this has affected your ability to be a mom. And I was wondering if you could just explain that a little bit for our viewers in English. I think that's a really personal human, you put a human face on what you're talking about today. Thank you. Well, I've had long COVID now for almost a year. And I'm also a mom of a very active, almost 4-year-old. And one of the things that's been hardest about having long COVID has been my inability to be the parent that I want to be to her. And it's for lots of reasons. One of them is that I have extreme persistent fatigue. It feels like I'm wrapped in a lead blanket and I have a hard time doing activities of daily living. So cooking a meal for me, I have to do it in many steps. Chop the vegetables, lie down, then cook, lie down. Then I get up and I'll serve the food. And sometimes I'm too tired to eat the food with my kids. So I lay on the couch while she eats and I watch her, and then I'll eat later when I have some energy. It is hard to be the mom I want to be because of this. It's called, I also experienced something called post-exertional malaise. My symptoms get worse when I overdo it. And so it's like living with batteries that are always at 5%. And
you have to constantly do little tiny recharges, laying on the couch for 15 minutes here. I'll walk my kid to daycare, for example, when I have the energy. It's a 15-minute walk. I can only do it a couple times a week if I'm feeling very good that day. I'll walk her to daycare. I'll sit on a bench for 10 minutes outside to rest, and then I'll walk home. But most of the time I have to take her to daycare in the car. And that sort of breaks my heart, because one of my favorite things is taking my kid and letting her use her scooter and run around. And I can't do that anymore because of long COVID. And I guess to sum it up, my daughter has started asking me, Mama, when are you going to get well? Mama, why are you so tired? And those are the things that are hard to answer because we don't know. I know that I have heart damage from COVID. I know that I've developed a syndrome called postural orthostatic tachycardia syndrome. I'm also exploring a diagnosis of myalgic encephalomyelitis, and these are all lifelong chronic conditions. So it's possible that I will never get better. And that is a hard thing to tell your 3-year-old or 4-year-old soon, that Mama is probably going to be sick for a really long time, possibly forever. So that sums up my experience. Can I answer it in any other way? Yeah, you guys were talking about the treatment that is available in the region of Sherbrooke. Do you have access to that treatment at all? I don't know where you're based out of, but I'm living in Quebec City, and I am lucky to have been able to be one of Dr. Alain Pichet's patients in Sherbrooke to access his long COVID clinic. It's not the case, unfortunately, for a lot of people, as I got COVID almost a year ago. So I had access to the clinic, but unfortunately he's completely overwhelmed now with requests from patients sick like me. And so I have found his services helpful in the sense that he was knowledgeable about long COVID. A lot of doctors, unfortunately, are not, and they need education. And because a lot of the patients that are in our long COVID support group are being told that it's in their head, that they're not sick, and they are. And Dr. Pichet is there to bring a lot of information to other doctors and to ourselves who are sick to really help us. And he's very knowledgeable about all the evidence-based treatments and approaches that are out there, including stop, rest, pace, having patients stop work, rest, and pace themselves to get through the day. Dr. Kadir, I have a question for you as well. I was wondering if you could speak. I was wondering if you could speak to us. I know you mentioned it in French already, but if you could just speak to us in general about what you are asking Mr. Dubé and the Quebec government to do today. Yeah, I'm glad to underline that Minister Dubé is well aware of the problem of long COVID. He has acknowledged its importance toward a group of people, including me, last October. That means a year ago, and given the green light that something be set up to take care all over the territory of Quebec of these patients. Along also other patients who have similar situation, as a lot of us mentioned, what we experience now as an epidemic of long whole COVID or COVID long could end up as to being one of the forms, one of the most prevalent forms of what we used to call syndrome de fatigue chronique, chronic fatigue syndrome, that is now called encéphalomyélite myalgique. And some other infections, viral and bacterial, could lead also to post-infectious, long-term chronic and complex diseases, multisystemic diseases. So we realize everywhere, including Quebec, that we are in a lack of appropriate care because a lot of these patients go from one doctor to another doctor without appropriate response. So the Quebec government and the Quebec minister just last year recognized that there was a problem and we should do something. A project has been developed and submitted to the minister. What I would like to underline here, that we can't wait another year.
These people are the same people that were our guardian angels. These are the essential workers that made it possible for all of us to go through this pandemic. And now that they need our help, we cannot let things go just like that. There is a need to first recognize it, communicate it appropriately, which hasn't been done. In all the Quebec interventions, Quebec government interventions, there is a need to underline that, listen, guys, there is another epidemic within the pandemic, which is called COVID long. We should be aware of. We should adapt our measures of infection control to the fact that COVID has long-term consequences for at least 10%, maybe more of these patients. So it must be part of the approach, and that means appropriate care. So we need care all over the province. And something should be done now, not in 6 months. We have people who have almost lost their lives, especially if these people are forced to go to work too soon. As Kariana mentioned, there is a post-exertional fatigue, which can be devastating, which is a profound form of fatigue. And if we send these patients too soon to the work, what happens is it will aggravate their situation, and it will take more long to recover. So there is a need for immediate action and recognition of the problem, and appropriate also coverage for the invalidity of a lot of people will have to remain home and not go to work, and we have to support them. I was also wondering if any of you, Dr. Kadir, if you had an answer for Kariana's daughter. How long will her mom be sick for? Do we have an idea of how long it will take before these patients can get healthy again? We don't have the appropriate, how do you say it, time spent to appropriately really realize, but if it can be anything as what the chronic fatigue syndrome is, it will take a long time, years. It's not a question of months, it's a question of years. That doesn't mean that there is not readaptation possible, improvement, capacitation, as we are doing in specialized clinic, as I'm doing for Lyme disease patients, for example. There are ways to reduce the burden of the disease, to render day-to-day life more doable, and little by little to go back to work. But it's not a question of weeks or months, it's more questions of years, unfortunately. Thank you so much. And if I can add some data over Dr. Kadir allocution. What we know scientifically from the natural recovery of other post-viral condition, like in the short phase. So once you get the infection and you develop a long form, for many disease, there is a natural recovery process for many patients. We know that it can happen, but this natural recovery process takes up to 2 years. So that's expected. That's expected that for long COVID, many people, they are in the observation phase for 2 years. But once you reach the first year, you start doing a differential diagnostic process, and you start, and so basically right now what we know is that we need to intervene to make sure that to prevent relapses during this natural recovery process of 2 years. Because if you create too many cycles of relapses during these 2 years, you reduce your probability of natural recovery. So that's why we're talking about this today, right now. We're talking about this because people need to know about this, and clinician needs to be trained, and resource needs to be given to try to. We are learning from every other post-viral illnesses in the history. We know how to safeguard as many people as possible, and for those who will experience
permanent disability, we need to have an organization of healthcare to support them in their life. So this is where we're coming today. Thank you very much for your question. Je vais juste voir, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui souhaitent poser une question? Donc, je pense que c'est la fin de cette conférence de presse. I'm just wondering if, because I'm doing TV, I was wondering if Kariana would be comfortable with sharing a picture of her and her daughter. I don't know if that's something that she would be okay with. Yes, I think that's okay. If you would like, we can follow up with you by email. Yes, please. If she could email me some photos, that would be really helpful just to illustrate the story. Okay, thank you very much. Could I please ask you to confirm your email in the chat, please? Yes, I will do that now. Thank you very much. Sinon, est-ce qu'il y a, juste pour conclure cette conférence de presse, si vous souhaitez faire des demandes d'entrevue individuelles, je vous inviterai à rester à la fin et puis on peut organiser ça tout de suite. Sinon, je vous souhaite vraiment une bonne journée et merci d'être venu. Je vais vous remettre une dernière fois le lien vers la chaîne YouTube dans le chat et comme ça, vous pouvez consulter les témoignages. Mais merci beaucoup. Oui. Très rapidement, j'aimerais remercier Nancy Delagrave, qui est coordonnatrice du groupe COVID Stop, d'avoir chapeauté avec Gabriella Arguin et Isabella Robinson la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite tous une bonne journée et Raquel will follow up with you by email. Thank you very much. Bonne journée tout le monde. Merci. Thank you. Bye.